IDFM 98 de la bande FM. Comment devenir un bon médium? Ce soir sur Radio Anguin, dans cette émission Au-delà des miroirs, c'est ce qu'on va vous proposer ce soir avec Christophe Jacob. Christophe Jacob qui a une grande chance, il vit dans la forêt de Brocéliande. Bonsoir Christophe Jacob. Bonsoir Joël. Alors vous vivez là-bas depuis quand? Ah, je vis depuis maintenant presque 4 ans. Dans la forêt? Non, pas dans la forêt, autour. Autour? Non, je vis dans un petit village qui est à 5 km de la forêt et qui a très bonnes énergies et qui favorise vraiment, on va dire, une connexion à l'autre monde. Voilà. D'accord. Et donc vous y allez dans cette forêt, vous faites des stages? Oui, je fais des stages de développement de l'intuition et de la médiumnité et chez moi, en Brocéliande, et puis il y a des visites. On commence toujours ce stage par une immersion en forêt sur des lieux pleins d'énergie, des lieux qui souvent ne sont pas très connus, du grand public, avec un guide qui est extraordinaire. Un guide qui vient de là-bas? Oui, un guide pure souche, on va dire. Il est habillé comment, le guide? Ah bah lui, il se déguise un peu? Non, je fais pas de folklore parce que il sait bien que moi j'aime bien les choses nature et simples, mais en même temps on n'a pas besoin d'en rajouter parce que je vais dire que les endroits parlent par eux-mêmes déjà, c'est déjà suffisant. D'accord, donc comment devenir un bon médium, c'est la suite de 2 autres livres. Hein. Tout à fait, c'est un petit peu, on va dire, la suite de Tous Médiums qui est sorti il y a 2 ans. Tous Médiums, donc qui est un livre qui a eu un bon succès et qui fonctionne toujours bien parce qu'il a le mérite de mettre les choses à plat concernant les facultés de médiumnité que tout le monde possède. Et puis la suite, ça a été Tous éveillés avec justement un nouvel outil, un outil complètement incroyable qui s'appelle la Connexence. La Connexence qui sont en fait des musiques et méditations guidées que j'ai canalisées. Qui sont des vraies symphonies, et en sachant que je ne suis absolument pas musicien, que je ne connais pas une note de solfège. Mais vous arrivez quand même à faire de la musique. Et je fais des musiques qui sont, que je trouve, enfin pas que moi, qu'on trouve magnifiques, parce que c'est vraiment des symphonies, et qui ont cette faculté, en fait, c'est là que parce que j'y connaissais rien, moi, en fait. Hein. On m'a dit d'acheter un clavier, je l'ai fait. J'ai commencé à tout apprendre comme ça, et j'y connaissais rien du tout. Et très très vite, j'ai fait des très grandes musiques qui ont un pouvoir particulier, non seulement c'est un pouvoir d'auto-guérison, d'enclencher des processus d'auto-guérison physique et psychique. Et ce sont aussi des musiques, des méditations guidées qui permettent surtout, c'était là mon objectif aussi, de permettre aux gens de voir ce que voit un médium. De voir, par exemple, d'aller voir ses défunts, mais aussi d'aller voir, par exemple, son guide spirituel, d'aller voir ses vies antérieures, de se réharmoniser, par exemple, pour une femme avec le féminin sacré, d'aller voir les guérisseurs, médecins guérisseurs de l'au-delà, etc., etc. Il y a plein de thèmes, des musiques de 25 minutes, généralement, il y en a 5, des méditations guidées sur un thème. Et on les passe en atelier. Et on les trouve aussi, vous les vendez, ces CD? Oui, on les trouve. C'est l'avantage, c'est que c'est un outil qui permet non seulement avec les ateliers que je peux faire partout, hein, en France, sur eolevolution.fr, on a ma web TV, on a toutes les informations. Et on peut télécharger pour un thème donc de 3 méditations de 25 minutes. C'est quand même un outil assez nouveau et assez puissant. Ça vaut 30 €, donc c'est complètement abordable pour n'importe qui. Mais il est préférable de faire l'atelier avant, c'est parce que je vais donner les indications, ou d'avoir lu Tous éveillés, qui va expliciter ce que c'est que la connaissance dans le fond. En fait. Alors c'est quoi la connaissance dans le fond? La connaissance dans le fond, déjà c'est un terme qui est venu, qu'on m'a donné comme ça, un peu par hasard. C'est une contraction finalement de mots. C'est la connaissance, la connexion à son essence, la connexion à la connaissance. Ça donne la connaissance, finalement, qui est un terme tout à fait évident, hein, quand on réfléchit bien. Et la connaissance, c'est pouvoir rentrer finalement en contact grâce à ses propres sens et perceptions extrasensorielles, à des mondes qui sont généralement réservés aux médiums, voilà. C'est réharmoniser aussi toutes ces énergies, c'est comprendre qui l'on est réellement dans le fond, ce qui ne va pas,
On peut percevoir au cours d'un atelier connaissance, on peut percevoir des tas de choses, des êtres qu'on aime de l'autre côté, bien sûr, mais pas seulement. On peut avoir aussi des révélations sur une vie antérieure, on peut avoir des révélations sur un guide que l'on voit apparaître, quelqu'un qui nous est familier, on peut poser des questions à ces acteurs de la connaissance qui sont de l'autre côté, et on obtient des réponses. C'est surtout ça. Et la connaissance qui va donner lieu d'ailleurs à un nouveau livre en mai prochain, toujours aux éditions Exergue, Le cœur quantique quand l'amour frappe à la porte de votre âme, avec un outil qui sera la connaissance amoureuse, des musiques qui ont été en fait canalisées et qui permettent de mettre en place en fait tout un processus favorisant la rencontre de la personne qui nous est, on va dire, vibratoirement destinée ou prédestinée. Mais c'est pas que pour les personnes qui sont en recherche, c'est également, surtout, un outil qui va permettre de pérenniser l'amour dans la relation amoureuse. Donc la connaissance amoureuse devient un outil finalement de partage, d'union et d'un mariage, on va dire, des sens les plus subtils. Voilà. Ça, on se reverra peut-être à ce moment-là. Donc vous faites des stages, ça dure combien de temps vos stages ? Généralement, les stages d'été, enfin d'automne, printemps, automne et été, ce sont des stages de 3 jours avec 2 ateliers connaissance, justement, un au début pour un peu ouvrir toutes les personnes, un à la fin avec des thèmes différents, et au milieu, on a énormément de théories et de pratiques sur ce qu'est la médiumnité. Parce qu'on entend parfois des gens dire, certains médiums, non, on ne peut pas apprendre la médiumnité. C'est faux, ça s'apprend. Ce n'est pas du tout un don, c'est une faculté que tout le monde possède. Il y en a qui sont plus ou moins doués quand même. Après, c'est pas parce que, par exemple, moi j'aime le vélo, je vais aller faire le Tour de France. Hein, on est d'accord. Mais ça reste quand même quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et je le démontre parce que depuis 8 ans, je fais des séminaires, tous les participants, à chaque fois qu'ils rentrent dans mes séminaires, ils en ressortent avec la capacité d'avoir fait une médiumnité. Tous, sans exception. Donc la méthode, elle est bien sûr un peu particulière, parce qu'il y a une théorie qui explique un petit peu le mode de fonctionnement du psychisme, les différents corps énergétiques, quels peuvent être les freins, la notion d'ego, etc. Et puis, en même temps, on va dire... des techniques qui n'existent pas parce que moi je les ai tout simplement perçues après le fait d'avoir repris mes études pour devenir psy. J'ai perçu en fait qu'il existait une grille de lecture psychique. J'ai fait des liens entre ce que j'ai appris en psycho et ce que moi je voyais en tant que médium, et j'ai compris que les associations certaines associations étaient associées parfois, des objets étaient associés à des émotions, des sujets à des émotions, ça donnait un langage, et qu'on a un vrai dictionnaire intérieur qui nous permet, des fois, si on ne se rend même pas compte que l'on perçoit des choses, qu'on arrive à associer et qui donne des réponses concrètes à des questionnements intérieurs complètement on va dire, des fois on se dit mais c'est pas possible. Voilà. Alors dites-moi, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez médium, vous aviez quel âge et qu'est-ce qui s'est passé ? La médiumnité, c'est quelque chose que je connais depuis très petit en fait, mais au départ je pensais que tout le monde avait ces mêmes facultés et que mais personne n'en parlait. Et je me suis jamais vraiment dit, bah tiens, puis je connaissais pas le terme, moi je suis issu d'un milieu ouvrier où il n'y avait pas du tout cette notion de spiritualité, pas de religion non plus. Donc je me suis retrouvé finalement face à cette médiumnité en me disant, bon bah tout le monde l'est, mais personne ne le dit. C'est décevant quand on est enfant parce qu'on connaît ses jouets par avance. C'est surtout très ennuyant à l'école parce que quand on est mauvais en maths, la médiumnité et l'intuition c'est le cerveau droit. On perçoit des choses. Je percevais le résultat, par exemple, en maths, je le notais, puis je me faisais punir en disant que j'avais copié sur le voisin, alors que c'était pas ça. Parce que vous ne pouviez pas le développer. Voilà. Donc, et sinon, après, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'au niveau de l'adolescence, il y a des choses qui se passent, on s'amuse à dire des choses à des petits copains, et là on se rend bien compte que les petits copains, ils n'ont pas ça. Et vous fuyez un peu? Pas trop, parce qu'on est prudent quand on est adolescent. On veut avoir des petites copines quand même, donc on fait attention. Par contre, pour les petites copines, c'est bien. Donc là, du coup, ça devient intéressant. Et c'est bien pour vous, mais peut-être pas pour elles. Oui, mais en même temps... Elles peuvent rien cacher. Elles peuvent cacher, mais à un moment donné, il y a des choses que l'on voit. Le médium, c'est pas quelqu'un sur lequel
on peut appuyer sur un bouton et puis qui va tout voir comme ça, scanner. On ne fonctionne pas comme ça. Justement, est-ce que c'est vous qui appuyez sur le bouton ou est-ce que ça vient sans que vous appuyez sur le bouton? Alors au départ, ça vient sans, et après on fait en sorte que ça vienne en appuyant uniquement. En tout cas, moi j'ai fonctionné comme ça, je voulais pas être embêté, je dis toujours, moi le soir, j'ai fini mes dernières consultations après 18-19 heures, c'est fini, je bloque tout, tout est terminé, de l'autre côté on sait très bien qu'il ne faut pas venir m'embêter. Même s'il y a un cas d'urgence? Il n'y a pas vraiment de cas d'urgence. Parce que les premiers messages que vous avez reçus, c'est quelque chose qui vous a été donné pour vous prévenir de quelque chose. C'est-à-dire que bon, c'est pas vous qui avez décidé, c'est eux qui décident pour vous, mais est-ce qu'ils ont encore la possibilité de décider pour vous maintenant, c'est-à-dire de... Oui, on va dire dans le sens là, dans le sens où par exemple, on va me prévenir du fait que c'est bête, mais je suis couché et puis je me rends pas compte que j'ai non seulement pas bien claqué la porte, et que la porte en bas de la maison est ouverte et que la maison donc n'est pas fermée. Donc on va venir me réveiller en me disant la porte elle est ouverte. Voilà, ça c'est pratique. Mais ça c'est des gentilles urgences, on va dire. Pratique, alors oui, justement, la question que je voulais vous poser, c'est comment ça se pratique? C'est une voix que vous entendez? C'est une image qui apparaît? Comment ça se passe? Alors la médiumnité, en fait, je donne toujours cet exemple pour les images. Il y a plusieurs types de médiumnité, plusieurs types d'intuition, etc. Je l'explicite très bien. Quand vous me regardez, par exemple, là aujourd'hui on est à Paris, je vais me regarder, puis en même temps je vous dis, est-ce que vous pouvez imaginer de voir sur moi la Tour Eiffel? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez voir? Oui, ça y est. Voilà. Eh ben, parfait, c'est bravo. Fallait pas sur vous, parce que vous auriez écrasé. Mais bon. Vous êtes doué, vous êtes doué pour venir faire un de mes stages. Effectivement, c'est une surimpression d'image. En fait, c'est souvent assez subtil, c'est pas aussi précis que c'est rare que je vois des défunts comme je vous vois. Souvent on les perçoit même, on les voit même pas, on ressent leur identité, on ressent tout ce qu'ils sont sans même les voir. Ça c'est pour le côté image. Le côté son, c'est plus de la télépathie. Pour vous montrer un exemple, si je vous dis tiens, au niveau de la mémoire, de la mémoire on va dire auditive, si je vous dis est-ce que vous vous souvenez de la mémoire de Louis de Funès? Est-ce que je me souviens de Louis de Funès sans penser à sa mémoire? Oui. Oui, vous pensez à ça, donc vous entendez sa voix. Alors, vous entendez sa voix, pourtant il n'est pas en train de vous parler à côté. Donc, on entend bien une voix, c'est une voix télépathique en fait. C'est une voix qui se travaille, qui s'apprend. On peut entendre aussi vraiment par les oreilles. C'est très rare. Ou alors ça peut être dans des cas d'urgence et de danger. Oui, effectivement. Là, ça m'est déjà arrivé effectivement dans certains cas. Alors, qui c'est qui parle à ce moment-là? Est-ce que celui qui vous envoie un message du style lève la tête, sinon tu te prends le camion qui arrive en face si tu es en mobilette la tête baissée, est-ce que celui qui vous envoie le message c'est le même que celui qui va répondre à vos questions de médium, c'est-à-dire, ou est-ce que c'est autre chose? Alors celui qui... C'est là toute la subtilité et la difficulté au départ, parce que comme c'est une faculté, ça s'apprend, ça se travaille. C'est le travail qui permet à un moment donné de comprendre qui vous parle. On peut avoir le guide spirituel souvent qui nous parle, c'est souvent lui qui est à côté de nous tout le temps depuis notre naissance jusqu'à la fin. Alors ça peut être un ou deux, moi j'en ai plusieurs parce que c'est mon métier, mais on peut en avoir aussi un seul et qui nous préviennent. Il faut apprendre à écouter sa vibration, apprendre à aller le chercher. La connaissance notamment c'est ça, il y a une musique, une méditation guidée pour aller voir le guide spirituel et donc percevoir son énergie et qui il est. Il peut se présenter physiquement dans les ateliers. Souvent, les gens voient physiquement les personnes, leur guide spirituel, qui donne parfois même son nom. Mais ça peut être aussi un défunt. Ça peut être un défunt qui vient vous protéger, qui vient vous voir. Ça peut être un être de lumière qu'on ne connaît pas. Ça peut être un ange gardien aussi. Ce sont des êtres spirituels énergétiques très 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 puissants. Et quand on les sollicite, dans les cas de danger notamment, ils sont là pour protéger et faire éviter d'avoir des accidents. Vous apprenez des prières aux personnes qui viennent pour justement contacter ou... Non, je suis pas dans cet ordre des choses, des prières, parce que... C'est-à-dire comment contacter en urgence son ange? Oui, là, je leur dis, il faut connaître le nom, son nom, c'est important, essayer de le solliciter, il suffit juste de l'appeler mentalement et avec le cœur. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose comme rituel, ça reste des choses très simples. Les choses les plus simples sont les meilleures, comme toujours. Alors, vous commencez votre livre en première partie avec qu'est-ce qu'un médium? Médium, spirit, voyant, channeling, chaman. Tous ces termes vous interpellent certainement et pour certains, il est impossible de les différencier.
Nous sommes dans une époque d'évolution spirituelle qui, malgré les apparences, surtout en France, connaît un développement important, une sorte de nouvelle mutation issue d'un mal-être social bien palpable. Vous considérez quand même que vous êtes plus dans la médiumnité que dans le chamanisme, hein, on vient de... Tout à fait, oui. On est finalement, à travers ces différentes propositions de métiers, enfin si on peut appeler ça des métiers, on retrouve plutôt des formes de missions différentes. Des formes de lecture aussi de l'univers différentes. Le chaman va lire à travers ses certaines pratiques, etc. Moi, je vais lire d'une autre façon, mais on pourra arriver exactement au même résultat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens ne se perdent pas. Maintenant, c'est vrai que le mot médium fait souvent très très peur. J'étais récemment à l'île de la Réunion où j'ai donné des séminaires et conférences. Le mot médium chez eux est synonyme. Oui, ils aiment bien, non sorcier. Voilà, c'est synonyme de sorcellerie. Oui, mais ils aiment bien. En même temps, ils sont plongés dedans parce que c'est multiculturel et il faut dire que c'est assez chaud là-haut. Hein. Mais ce sont des gens admirables et très très sympathiques et très ouverts à ça. Hein. Donc on peut en parler, mais lors de signature, je me suis rendu compte que les gens passaient, ils voyaient médium, ils repartaient. Et j'en ai arrêté un, une fois on lui demande, mais c'est quoi, pourquoi vous partez? Elle me dit, vous savez, bon, vous avez l'air gentil, je vais vous dire, mais chez nous, ça peut être assimilé à la sorcellerie. Oui, et puis il y a beaucoup de charlatans quand même. Alors c'est pour ça que je dis qu'un bon médium, et ça je le dis tout de suite, c'est vraiment quelqu'un, quand vous venez le consulter, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas, vous ne dites rien. C'est très important. Et surtout, il ne vous pose pas de questions. Il n'a pas de questions à vous poser. Ou alors s'il vous en pose, vous répondez par oui, non, peut-être. Voilà. Moi, les gens qui me consultent, j'ai été consulté de nombreuses fois par beaucoup de monde, des journalistes aussi, plein de gens qui m'ont testé. C'est un peu l'objectif, c'est d'essayer de montrer que cette faculté, on ne cherche pas à faire le mentaliste, à lire lecture à froid sur les gens. D'ailleurs, moi, je travaille 85% de mon chiffre d'affaires se fait par téléphone, je ne vois même pas les gens. Donc, c'est juste une voix? Pardon? Juste une voix, pas une photo. Je peux demander des supports photos pour aller plus vite quand je suis par exemple par téléphone, parce que ça me permet sur 45 minutes de consultation ou voire une heure, plus on va vite, mieux c'est. Plus on peut donner d'éléments à la personne de l'autre côté. Mais là, j'ai fait des consultations, par exemple hier, j'avais absolument rien. Vous aviez quoi? Vous aviez quand même un nom, un prénom, quelque chose? Parfois rien du tout. Parfois rien du tout. Quand je fais des médiumnités en salle, j'en ai fait. Hein, là, j'arrête maintenant de cette carrière-là de médium en salle, hein, uniquement. Je continue toujours bien sûr les consultations privées. On le voit sur ma chaîne YouTube Christophe Jacob Médium en salle. On voit donc quand je suis en salle que j'ai personne en face, j'ai pas de support photo, j'ai absolument rien. C'est quelque chose qui vient, on se présente à moi, soit avant la médiumnité, soit pendant, quand j'arrive directement, il y a quelqu'un qui se présente et il faut parler. Ça doit pas être facile en salle parce qu'il doit y avoir des perturbations. C'est difficile effectivement. Ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il y a un environnement qui est... Moi, je fais des salles de 150, 200 personnes, donc c'est quand même des grosses salles où on se retrouve avec... Dites-vous bien que s'il y a 200 personnes dans une salle, vous en avez autant de l'autre côté. Donc ça fait 400. Sinon plus. Voilà, voire plus, mais là, c'est vraiment, je disais, le minimum. Donc, énergétiquement, il faut vraiment... C'est pour ça qu'on a plusieurs guides qui sont là, qui font un peu le ménage, on va dire. Ce qui est surtout aussi très compliqué, c'est que c'est un stress qui est vraiment très, très prenant. J'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat en salle de précision, ou même en privé, mais en salle, vous avez n'importe qui dans la salle qui peut être là, vous avez d'autres médiums, vous en avez d'autres qui sont là pas forcément bienveillants, vous en avez qui viennent pour voir ça, ils prennent ça pour un show, alors qu'en fait, il y a une pression de ne pas se tromper, d'être toujours aussi précis, d'être toujours aussi bon finalement, quoi. Toute la difficulté, elle est là, quoi. Sur le fait d'être bon et d'être précis et d'être capable de lire en fait ce qui vient à nous, les associations qui viennent, ou alors les perceptions directes que l'on va traduire directement, les sensations, les ressentis. C'est vraiment les gens qui viennent en séminaire chez moi se doutent pas à quel point finalement c'est un gros travail, quoi, un énorme travail de lecture, de rapidité, quoi. Oui, puis il y a une attente tellement forte de l'autre côté que c'est dur les salles. Alors, il faut maîtriser son mental, ça c'est le chapitre 2 de votre livre. Comment peut-on faire pour maîtriser son mental? Pour savoir qui c'est qui parle finalement? Oui, là
je dis toujours, on a ce que j'ai appelé un ego négatif et un ego positif. Bon, on ne trouve pas ça du tout, cette notion-là en psycho, hein, c'est moi qui l'ai un peu inventé. Mais l'ego négatif, c'est tous les aspects de doute, de peur, d'angoisse. Oui, t'es pas bon, tu vas pas réussir, tu vas te planter, patati, patati, patata. Tout le monde connaît ça, l'ego négatif. Pour le reconnaître, c'est ce qu'on appelle le mental inférieur aussi, donc ce fameux mental qui nous obsède et qui nous empêche, qui nous font douter, qui nous empêche d'avancer. Quand on veut essayer on va dire de le laisser de côté, en fait, l'une des premières choses que je peux faire, c'est que moi j'essaie de penser comme un enfant. C'est-à-dire que les enfants, ils réfléchissent pas, ils sont dans cette spontanéité, dans cette ils osent, parce que ça c'est un de ma marque de fabrique, elle est là, oser, et tout le monde le sait, c'est oser, mais quand c'est oser avec le cœur, quand c'est oser avec humilité, avec respect, sans cette notion de pouvoir, et puis de vouloir démontrer, ou de briller, mais on est là pour transmettre, et oser transmettre quelque chose qui va vraiment être très pertinent pour la personne qui a perdu un défunt. C'est une cause noble, je trouve. J'adore cette idée de pouvoir soulager et prouver la survivance aussi. Donc là, le mental, on va le laisser de côté parce que faire de la médiumnité, que ce soit en salle ou à deux, en face de l'autre, c'est jouissif. Parce qu'on se rend compte qu'on dit des tas de choses, qu'on ressent des émotions, qu'on peut les transmettre, qu'on peut résoudre des non-dits, on peut faire plein de choses. On se met en joie, finalement, quand on fait de la médiumnité. Donc, ça s'efface, ça va s'effacer tout seul, mais il faut penser comme un enfant et oser avec le cœur. Faut pas que ce soit un enfant à qui on a dit pour qui tu te prends. Pas que ce soit un enfant roi, voilà. Ouais. Ou un enfant brimé. Ou un enfant trop brimé, tout à fait, c'est juste, oui, c'est ça. Alors, est-ce que tous les défunts vous répondent, ou est-ce qu'il y en a qui ne répondent plus parce que pour différentes raisons, parce qu'ils n'ont pas envie de répondre ou parce qu'ils sont montés plus haut? Alors, oui, alors les défunts ne sont pas obligés de tous nous répondre. Ça arrive qu'ils ne viennent pas, tout simplement. Mais par contre, s'ils ne viennent pas, c'est pas vraiment un souci. Parce que moi, j'ai toujours des réponses par le biais de mon guide spirituel, qui a cette possibilité soit d'avoir des informations, alors je ne sais pas comment elle se débrouille, soit elle va avoir le guide spirituel de la personne de l'autre côté, soit elle va le voir directement, mais toujours est-il que j'ai toujours des informations sur le défunt qui sont aussi précises que si j'avais le défunt lui-même. Donc ça ne me pose pas de problème de ne pas l'avoir, le défunt. Il y a des cas où le défunt ne veut pas se présenter parce que j'ai déjà eu des cas très simples, il n'y a pas longtemps non plus, où le monsieur de l'autre côté vient me dire « ah non, elle m'a déjà enquiquiné, pas comme c'est pas possible toute ma vie. Maintenant, elle va pas compter, tu lui dis que je suis pas là. » Voilà. Bon. Alors comment vous lui avez dit ça? Je lui ai pas dit à cette dame parce que elle pleurait, donc c'était peut-être pas la peine de t'en rajouter. Il faut être un peu psychologue justement. Et donc je n'ai pas dit ça à cette dame. Je lui ai expliqué que le défunt n'était pas présent, certainement qu'il n'était pas disponible, mais qu'on allait trouver des solutions pour déjà pour prouver que c'était bien lui, etc. Parce que c'est ça l'objectif, c'est donner. On va dire, c'est cerner la carte d'identité de la personne, physique et psychique, et donner des éléments très probants qui montrent que c'est bien lui, que c'est pas quelqu'un d'autre. Laissez-vous guider par cette délicieuse musique.
Deuxième partie de cet au-delà du miroir, nous poursuivons notre devenir, comment devenir un bon médium. Ce que j'aime dans votre livre, Christophe Jacob, nous sommes toujours sur l'antenne d'IDFM, c'est son côté cahier à spirale. Ça, je trouve ça très bien. Franchement, parce que ces livres sur lesquels on peut écrire, mais qui n'ont pas de spirale, c'est pas très pratique. Là, ça fait vraiment cahier d'exercice. Mais c'est l'objectif. Il y a 35 exercices et 11 tests qui sont des compléments déjà de ce qu'il y avait dans tout ce médium. Et la spirale, ça c'est une idée de génie de Cathy Selena, mon éditrice, aux éditions Exergue, groupe Très Daniel. Et elle a eu vraiment cette idée qui est évidente en fait quand on y pense. Avec des petites notes qu'on peut prendre à chaque fois, on peut tester les exercices et puis noter ses impressions, parce que sur le coup, parfois, on peut faire ça dans le bus, dans le métro, ça peut le faire n'importe où, on peut le lire. Tiens, hop, je viens de percevoir ça, je le note parce qu'après on oublie. C'est un peu l'idée. C'est un côté pratique qui est vraiment ludique aussi. Oui, c'est un format, c'est plus petit qu'un 21-29-7. Oui. Donc ça se glisse facilement. Chapitre 4, le chapitre 3, ça parlait de l'enfant, donc on en a parlé en première partie d'émission. Chapitre 4, les rêves et les intuitions. Est-ce que dans nos rêves, on peut recevoir des messages finalement ? Oui, alors les rêves sont en fait, c'est l'antichambre de l'au-delà. Moi je dirais même que les rêves nous permettent, avec notre corps astral, de partir dans cet au-delà. Et ce qu'on appelle l'inconscient en psychologie, pour moi, c'est uniquement, j'appellerais ça l'au-delà, l'autre dimension, l'autre facette de notre réalité. Les rêves sont en fait des arcanes qu'il faut apprendre à lire, à décrypter, parce qu'ils sont faits de symboles. Ils sont faits d'archétypes, de symboles, de signes. Et ces signes, pour ça qu'il est important de connaître le dictionnaire des rêves, pour faire de la médiumnité notamment, parce qu'on va avoir la même démarche, comprendre son rêve ou comprendre ce que l'on voit en médiumnité, ça va être la même chose. Ça aussi, c'était une grande découverte pour moi, parce que je me suis rendu compte que c'est comme ça qu'est née la grille de lecture psychique, avec les associations d'objets, sujets, émotions, etc., qu'il était facile. Je donne un exemple très simple. Je disais à une dame en salle, par exemple, tiens, je vois le chiffre 8 apparaître sur moi, et sur elle, je veux dire, et puis après, je vois tout de suite un paysage de neige qui tombe, et très rapidement, je lui dis, mais là, je crois qu'actuellement, vous êtes en procédure judiciaire, vous devez avoir des soucis concernant votre entreprise. C'était ça. Et pourquoi? Parce que le 8, c'est quoi? Parce que pour moi, le 8 représente tout simplement une action en justice. Ah bon? Et voilà, avec des problèmes financiers généralement. Et quand je vois la neige qui tombe, on est dans le désespoir, on est dans une situation qui est vraiment... Gelé. Et pourtant, moi, je l'ai associé à ça, vous voyez. Qui est gelé, ouais. Ouais, qui est gelé, ouais. Qui est complètement... Et donc, ça donne ça. C'est une traduction qui a été inscrite en moi. Et aujourd'hui, dès que je vais avoir ça, par exemple, alors j'ai plein d'associations comme ça, mais tout le monde en a plein. Mais personne ne se rend compte, en fait. Oui, on dit que le rêve, il n'y a pas mieux pour le décoder que la personne elle-même qui rêve. Oui, tout à fait, oui. Alors, vous avez un exercice de l'induction programmée d'un rêve de questionnement. Ça veut dire quoi? De demander aux gens le soir avant de s'endormir, d'avoir la réponse. On l'a quelquefois, on dit que la nuit porte conseil. Tout à fait, oui. Donc, il faut le demander. Il faut le demander parce que les gens oublient qu'ils ont ce pouvoir, cette autonomie de pensée, de demander. Demander de l'autre côté, il y a plein de monde de l'autre côté qui est là que pour vous apporter justement des réponses. Le guide spirituel est là pour nous guider. Les défunts sont là pour nous aider aussi de temps en temps. Donc on est vraiment dans une démarche qui doit être de demander avant de dormir, de s'endormir, avoir des réponses. Et les rêves vont vous indiquer ces réponses généralement. Avec un bon dictionnaire des rêves comme celui de... Le dictionnaire des rêves et ses symboles de Marie Coupal, vous avez vraiment ce qu'il faut pour avancer et comprendre. On parlait du taux vibratoire avec André Bovis, oui. 1871-1947. C'est lui qui a fait on peut dire, c'est un diagramme, comment on appelle ça? Oui, c'est un schéma en forme de demi-cercle qui est stridé avec des taux vibratoires et qui permettent avec un pendule, une échelle, qui permet de construire une échelle et de savoir où est-ce qu'on en est d'un point de vue vibratoire. Il faut savoir que nous sommes tous que de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est de l'information, qui va vibrer un certain taux.
Et vaut mieux vibrer à un taux très élevé plutôt que bas, parce que quand on vibre à un taux bas, c'est que c'est pas trop bon pour notre santé, on va dire. Et un taux très élevé, c'est un taux vibratoire élevé qui permet d'entrer en connexion avec l'autre côté, et donc en connaissance. Il y a 3 plans, un plan physique, un plan énergétique, un plan spirituel. Est-ce qu'on demande à chaque plan son taux de vibration? Ce qui fait que est-ce qu'on peut être dans le plan physique à une très très haute vibration? Alors, généralement, si on pose la question, tout simplement au pendule, dans quel taux vibratoire je me situe? Un médium va toujours se situer dans ces taux-là, par exemple. Le spirituel. Voilà, et assez élevé, et on a besoin d'être ancré, justement, de redescendre dans le plan très très physique. Alors là, on y redescend à travers soit des exercices, soit... moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai une formation scientifique, mais je suis aussi quelqu'un de très carré. Je suis du signe de la Vierge, je suis très très terre, très ancré. Donc j'aime bien comprendre les choses. Je décortique. Je crois pas à tout, n'importe quoi. Quand on vient me voir en disant... des fois, par mail, on m'envoie souvent des photos ou des choses comme ça sur Facebook. Je suis très très attentif, je fais très attention à ce que je regarde. Je crois pas comme ça facilement à tout ce que je vois. Hein, il faut aussi laisser le cerveau gauche aussi avoir sa part. C'est ça l'ancrage. Hein, c'est important de ne pas être, comme je dis parfois, naïf ou, si je peux me permettre, des fois un peu barré. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu trop perchées, on va dire, et il faut redescendre. Hein. On a besoin, le yin a besoin du yang, le chaud a besoin du froid, le plus du moins, donc il faut essayer de s'équilibrer. Il faut essayer d'être au milieu. Voilà, la voie du milieu, pour reprendre une pensée philosophique. Alors le poids des mots, c'est important, ça, de savoir ce qu'on dit. Oui, parce que les mots sont des vibrations. Les mots sont des vibrations qui peuvent complètement créer des situations. Les gens n'ont pas conscience que finalement, je reprends ce que disait Patrick Drouot, avec qui je discutais dernièrement, et qui me disait, dans les tribus traditionnelles, donc dans certains peuplades, certains peuples d'Amérique du Sud, ou alors même sur certaines îles, ils disent toujours que nous là incarnés, nous vivons un rêve, et la vraie réalité, elle est de l'autre côté. Et c'est très juste, et il le redit dans son interview sur EOL, Evolution.fr, la chaîne de la Web TV. Je vous invite à aller y regarder parce qu'il est vraiment très bien. Et c'est vrai que les mots ont en fait un impact très fort dans la construction de notre réalité apparente ici sur Terre. Un mot, c'est une vibration. Si je jure tout le temps que je suis très négatif, j'emploie que des négations, etc., je vais me créer un univers vibratoire négatif. C'est pas vraiment de la pensée positive ou de la pensée négative, hein, mais c'est juste que ça reste, les mots, un support, on va dire, un support de création de réalité qui est vraiment très probant. D'où l'intention, je dis toujours attention. Attention au verbe. Attention au verbe, le verbe est créateur. Le verbe est créateur. Au début, il y avait le verbe. Je voudrais revenir sur le sommeil. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui n'arrivent pas à dormir finalement? Quand on dort, on se connecte à un autre monde et on repose son corps physique, c'est clair, mais ces gens qui sont vraiment, qui dorment 3 heures par nuit, qui ont l'impression de ne pas dormir, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont peur justement d'aller dans ce monde Alors, il peut y avoir une fonction, effectivement, de relier soit à la toute petite enfance, soit consciemment, effectivement, inconsciemment, une peur liée à ce retour dans cet au-delà qui va les remettre face à leur réalité quand ils vont revenir se réveiller le petit matin. Parce que quand on revient de nos rêves, on revient de l'autre côté, on a été travaillé de l'autre côté généralement, et on revient avec des consignes, et puis on se dit, ouais, ok, bon, bah là, je vais faire ça. Et peut-être que inconsciemment, on n'a pas trop envie de retourner se faire engueuler de l'autre côté, parce qu'on sait qu'on a fait des choses qui n'allaient pas. On n'a pas envie de changer. Ça, c'est souvent, ça peut être, en tout cas, je l'ai constaté, des personnes qui ont du mal à voir la réalité, une problématique dans leur vie, ou alors ça peut être aussi une maladie qui existe, hein, enfin ou des personnes qui ont pris trop de somnifères et qui peuvent plus dormir sans. C'est ça, on a ça, on a encore Christophe Barbier par exemple, qui est journaliste, qui lui dort que 3 heures par nuit parce que ça lui suffit, tout simplement.
qui sont des Ils gens s'en plaignent pas. Et non, pas du tout. Je parle de ceux qui se plaignent. Voilà. Alors ceux qui se plaignent, oui, là, il y a quand même il y a un gros travail à faire sur qui je suis consciemment. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher finalement d'aller dormir. voir? Bah oui. De me reposer. Surtout ça, oui. Et puis il y a aussi des fois de l'auto, on va dire de l'autodestruction, l'auto-sabotage, on va dire, à travers ce type de choses. Oui. Écrire une lettre d'amour, exercice la lettre d'amour à soi. Oui. Oui, c'est vraiment tellement rare d'oser se faire du bien, mais en étant positif pour soi, en étant conscient de son vrai pouvoir créateur et de son pouvoir d'amour pour soi-même. Parce que le pouvoir d'amour pour soi-même, c'est la première, on va dire, c'est la première base qui, pour moi, est une évidence. De la construction du développement personnel et du développement de l'intuition, de la médiumnité, mais surtout du développement du partage et de l'amour envers les autres. Il faut s'aimer d'abord, c'est une évidence pour moi. Vous avez laissé 4 lignes, hein. Je pas beaucoup. Hein. Ah bah, c'est la mise en page. On les fait sur la page d'à côté, parce que 4 lignes, c'est petit quand même. C'est la mise en page, c'est pas moi. Donc c'est se voir, c'est regarder ses qualités. Oui, c'est aussi faire le tri entre le bon gré et le bon grain, pardon, et livrer. C'est essayer de se mettre finalement tous les atouts de son côté en prenant conscience, parce que l'écriture, vous savez, c'est le prolongement de la pensée, c'est le prolongement des intentions, et écrire quelque part, c'est signer quelque chose, c'est l'écrire, les mots s'envolent, les paroles restent, et c'est donc prendre conscience beaucoup plus rapidement d'une problématique. C'est pour ça que l'écriture reste encore et toujours, à mon avis, un exercice extrêmement important. C'est possible sur du papier, je trouve que c'est mieux moi, que de l'écrire sur un ordinateur. Tout à fait, je confirme. Exercice de la prière en connaissance. On a parlé de la connaissance tout à l'heure. Donc cette prière en connaissance. Alors, la prière en connaissance, c'est une prière finalement de retour à l'unité. C'est une prière qui rejoint d'ailleurs le futur livre, Le Cœur Quantique. C'est une prière qui va vous permettre de vous reconnecter à votre essence à travers des exercices, à travers quelque chose qui vous correspond, à travers voilà des sens que l'on a oubliés, qu'on peut redécouvrir. Il y a plein de possibilités de faire cette prière, mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment, on est dans cette volonté de rentrer en unité de soi-même avec le plus grand, avec le tout finalement. Et parce qu'on est beaucoup plus grand qu'on le croit, mais on n'arrive pas à le saisir souvent. On est dans notre petite personne physique et on n'arrive pas à sentir cette immensité finalement, ces galaxies intérieures. On en a peur. Ça donne le vertige, si ça peut. Un chapitre sur le pardon, ça peut sembler curieux, vous dites dans un manuel de développement et de l'intuition, mais c'est important le pardon. Oui, parce que le pardon tel que je le décris n'est pas le pardon traditionnel. Pour faire simple et résumer, bien sûr, parce que je ne pourrais pas tout expliciter, mais je ne crois pas que j'ai cette capacité de pardonner aux gens. Je ne me prends pas pour Dieu, je pense qu'il y a aussi un Dieu, lui il a droit, il a cette faculté de pardon. Moi j'ai la faculté d'accepter d'avoir souffert sur un acte qu'on aurait pu me poser sur moi qui m'est blessé. Accepter ça, accepter que ça fait partie finalement de l'évolution des consciences d'avoir ces difficultés. C'est comprendre que l'autre, on va lui redonner ses responsabilités en lui disant « tu m'as blessé ». Mais c'est pas forcément, parce qu'on entend souvent je pardonne mais j'oublie pas, c'est horrible cette phrase là, mais moi ça me fait bondir. C'est difficile d'oublier certaines choses. Bah oui, mais le vrai pardon, je crois que c'est celui d'accepter déjà que l'on ait pu vivre ce que l'on avait à vivre et qui n'était pas forcément sympathique, alors que voilà, pardonner avec pardon, l'aspect très religieux, il faut pardonner. Moi on me met une claque sur la joue droite, je tends pas la gauche, hein. Je suis très spirituel. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà, si on prend cette phrase qui est très très simple, c'est
C'est ça, c'est pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. C'est-à-dire que j'accepte aussi mes propres souffrances, et ce qui me permet d'accepter que l'autre en est aussi, qu'il l'exprimait de cette façon-là, mais c'est pas à moi de l'excuser. Le pardon ne peut pas être une excuse, en fait. Il ne doit pas l'être. On n'excuse pas un acte de quelqu'un, on le laisse prendre conscience de la déviance de l'acte et de l'acceptation qu'il l'ait commis. Mais d'un point de vue purement chrétien, je lui souhaite même à la limite, je dis toujours, moi j'ai une vie extrêmement pénible jusqu'à 46 ans, on va dire, avec énormément de souffrances et de très grandes souffrances. Le pardon, pour moi, c'est synonyme de dédouanement de l'autre. On ne peut pas dédouaner quelqu'un, on ne peut pas faire ça s'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Moi, je peux lui apporter de l'amour, et encore, lui apporter de l'amour, pourquoi je lui en donnerais à cette personne s'il n'en veut pas, qu'il est dans une souffrance tellement énorme, il est incapable de le recevoir. Pour vous, oui. Pour pouvoir vous regarder derrière le miroir, l'amour, c'est un chapitre aussi derrière. Alors, pour l'amour, on laissera les auditeurs regarder, on va faire la deuxième pause musicale. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'IDFM. Laissez cette voix intérieure s'exprimer au son de la musique, de la lumière du cœur quantique. Prenez, aimez, laissez fondre en vous cet amour pur. C'est la musique de l'amour quantique. Elle va vous révéler l'autre, cet autre tant attendu. Laissez-vous vous imprégner de sa force jusqu'à la fin de cette mélodie. On vous attend quelque part. On va vous aimer.
Dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM avec Christophe Jacob et comment devenir un bon médium. Dans la seconde partie de votre livre, il y a Les Mangeurs de bonheur. C'est une nouvelle assez intéressante. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans ce livre? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce livre, hein, Alors j'ai l'habitude, c'est un accord que je suis très content que Cathy ait accepté cet accord parce qu'il était évident d'écrire une nouvelle qui permette justement d'entamer une réflexion sur la première partie du livre qui explique comment devenir un bon médium, pourquoi devenir un bon médium. Mais dans Les Mangeurs de bonheur, là on rentre dans une histoire. Ce qu'il ne faut jamais faire quand on veut devenir un bon médium. Et en quoi l'histoire, il y a une histoire de médium dedans? Alors il n'y a pas d'histoire de médium, c'est une... C'est qu'ils n'ont pas entendu leur cœur. Ils ont travaillé vraiment avec leur ego. Voilà, ils n'ont pas entendu leur sur la cœur. matérialité, sur l'argent, sur le pouvoir. On est vraiment dans une dynamique qui est complètement à l'opposé de ce que doit faire un médium. Un médium ne fait pas ce métier pour devenir riche, ne fait pas ce métier pour avoir la gloire. Pour manger du bonheur. Voilà, finalement, il est en joie et il est heureux de faire ce métier, mais il court pas après les mangeurs de bonheur. C'est ça, c'est aussi cette consommation effrénée de matériel, de pouvoir, d'argent. Là, c'est un peu une fable. Enfin, c'est une histoire qu'on retrouve d'ailleurs dans tous éveillés aussi, également une nouvelle qui est aussi assez puissante parce que qui reprend aussi la notion d'éveil et qui montre à travers un parcours. Et là, on est dans une nouvelle en plus qui est un petit peu ésotérique, qui est un petit peu fantasy. On retrouve tous les éléments liés à la connaissance, liés à la perception de l'univers, des sens, etc. Donc, oui, c'est surtout des personnages de notre époque qui pensent qu'en jouant au loto, ils vont devenir riches et que cette richesse va tout leur apporter. Voilà. Ils se retrouvent dans une ville complètement enfermés. Ils se retrouvent enfermés dans une ville où c'est un peu ce que va devenir la société dans quelques années si on se laisse faire. Oui, alors bon, c'est pas apocalyptique non plus, mais l'idée c'était de montrer que en rentrant dans un certain mode de fonctionnement matérialiste et de pouvoir, qu'il y a une forme de déterministe autodestructeur qui se met en place. Et que là, on rentre on fait agir des leviers où croyant au départ avoir gagné quelque chose, on se rend compte qu'on est la nourriture des prochains d'après, quoi. Et que finalement, on va tout perdre. Cette nouvelle n'est pas si négative que ça. Au contraire, il faut l'observer sous un angle vraiment de réflexion. Tiens, et moi, qu'est-ce que je ferais à leur place? Comment j'aurais fonctionné? De quel côté je serais? Est-ce que je serais la personne qu'on achète pour faire une famille, puisqu'ils n'ont pas de famille, ils s'achètent des pantins, enfin, ils s'achètent des êtres humains, c'est l'esclavage dans toute sa beauté. Oui, complètement. Mais bon, après, comment m'est venue cette inspiration, c'est un peu c'est curieux parce que finalement, c'est un peu logique. Cette nouvelle, finalement, elle est un petit peu, on va dire, elle révèle ce que pourrait, sans conscience et sans conscience du réel pouvoir spirituel qu'on a, ce que pourrait devenir une société, quoi. Et vaut mieux prévenir que guérir, donc il faut la lire. Il faut la lire, oui, il faut rentrer dedans. Et il y a des villes déjà qui sont comme ça, qui sont enfermées, tous les riches ensemble, tout à fait, avec quand même des serviteurs pour les servir. Donc un peu des villes en dehors du monde. Oui. Tous médiums, donc c'est publié aux éditions Exergue. Et là, comment devenir un bon médium, qui est la suite, on va dire, logique. Manuel d'exercice pour faciliter le développement de l'intuition et de la médiumnité. Un livre tout noir à spirale avec écrit en jaune un peu fluo, médium.
Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Je dirais que n'ayez surtout pas crainte en achetant ce livre. Il n'y a vraiment pas du tout besoin d'avoir des facultés en médiumnité développées ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est un livre très ludique. Il y a des tests assez rigolos d'ailleurs, avec vraiment, à chaque fois, on s'amuse beaucoup, on rit même en lisant ces livres, tous médiums également. Et dans l'idée, c'est vraiment d'accéder avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'humour, des exercices simples, pratiques, vérifiés par soi-même très vite, qu'on a tous les facultés de médiumnité, qu'on peut tous les utiliser. Et surtout les développer. Et surtout les développer. Je vous remercie, Christophe Jacob. Merci beaucoup. C'est moi. Vous allez pouvoir vivre cette expérience unique. Celle qui va répondre à une demande des plus intimes, des plus authentiques. Rencontrer celui ou celle qui est partie dans cet autre monde. Si près et si loin de vous. Enfin, l'occasion de saisir à nouveau, dans un ailleurs, cet être aimé. Laissez-vous fondre dans cette musicalité lumineuse, cette douce chaleur qui enveloppe les âmes qui s'aiment, qui souhaitent se retrouver à nouveau dans un espace dédié à l'amour. Laissez chanter en vous la mélodie merveilleuse des retrouvailles, des partages, enfin renoués, à nouveau. La douceur d'un moment d'échange unique. Laissez-vous guider par cette délicieuse musique. Tout est mis en place afin que vous accédiez à cet autre univers, cet au-delà si proche de vous. Toutes les barrières vont enfin pouvoir s'ouvrir devant vous. Alors, osez, osez. Les pleurs et souffrances d'autrefois s'estompent à présent et vont laisser place aux retrouvailles, au partage. Nous ne sommes jamais séparés de ce que l'on aime. Ils vivent dans cet ailleurs que vous allez découvrir. Laissez-vous cette opportunité de revoir l'être aimé. Il vous attend sagement dans la lumière. Et cela va être bientôt le moment que vous attendez tant. Il va devoir traverser un autre espace-temps afin de venir à vous.
Vous êtes à présent dans un univers de brillance. Les éléments sont tous enchanteurs, délicats. Ils vous préparent à cette rencontre. Un être de lumière apparaît sur votre droite. Il est le guide spirituel de la personne attendue. Il va vous conduire à celle ou celui que vous voulez retrouver, revoir, embrasser, partager, échanger. Son habit scintille de 1000 feux. Il vous regarde avec amour et vous prend la main. Il veut vous conduire sur un chemin parsemé de fleurs, de volupté, d'encens et de lumière qui vous enveloppe d'un amour infini. Un paysage magnifique domine ce chemin sinueux. Des anges semblent accompagner votre marche subtile. L'air s'emplit d'un parfum d'amour mêlé aux essences de fleurs, comme une boussole qui indique le chemin des retrouvailles.